Lors d'un dîner familial, j'ai découvert que ma fille avait empoisonné mon verre. Un instant, j'ai échangé mon verre avec celui de son mari. Plongé dans cette histoire choquante de trahison et de justice, abonnez-vous pour plus de récits captivants. Ma fille a empoisonné mon verre lors d'un dîner familial. J'ai échangé avec celui de son mari. Je me suis réveillée le matin, comme d'habitude, mon habitude de me lever tôt, héritée de mes années d'infirmière, persistait, même 7 ans après la retraite, dehors. La matinée dominicale à Vallauris semblait grise, mornée, typique d'octobre. J'ai enfilé mon peignoir, allant en cuisine, où j'ai allumé la bouilloire. Prenant la liste de courses écrite la veille sur le frigo, Valérie venait aujourd'hui avec sa famille. Chaque deuxième dimanche du mois était une tradition instaurée par ma fille, 3 ans après la mort de Paul. « Maman, tu dois passer plus de temps avec ta famille, » avait-elle dit, et j'avais acquiescé, bien que je sentais déjà quelque chose derrière son inquiétude ostentatoire. Après mon thé, je me suis habillée, prenant mon sac. Le marché provençal était à 10 minutes à pied de ma maison rue des Oliviers. Je n'aimais pas prendre le bus le week-end. Trop d'adolescents, bruyants, de familles avec poussettes. C'était plus calme à pied. Dans le marché, je parcourais méthodiquement les étals. Viande pour le rôti. Valérie ne mange pas de bœuf. Luc déteste le porc, donc de l'agneau. Pommes de terre, carottes, oignons, au rayon des produits laitiers. Je me suis attardée sur les fromages. Lisée aime les variétés fortes, ensemble. Théo ne veut que du fromage fondu. Pas de compromis. Je devais prendre les deux. À la caisse, une jeune mère avec 2 enfants devant moi, les petits capricieux, réclamant des bonbons. La femme semblait épuisée. Je me souvenais de Valérie à cet âge. Elle aussi savait faire une crise au pire moment. À l'époque, je pensais que rien ne pouvait être pire, comme j'avais tort. De retour chez moi, j'ai commencé à cuisiner immédiatement. L'agneau devait mariner au moins 2 heures. La casserole de pommes de terre prenait du temps à cuire à basse température. En travaillant, je pensais à la soirée à venir. Fronçant les sourcils involontairement, ma relation avec ma fille s'était détériorée progressivement. Quand Valérie avait environ 30 ans, d'abord des petites piques sur ma façon de m'habiller, ce que je lisais, mes amis, puis des conseils utiles, mieux organiser la maison, dépenser ma pension, occuper mon temps libre. Valérie semblait penser que j'étais incapable de prendre mes décisions après la mort de Paul. La situation a empiré. Ma fille a endossé le rôle de chef de famille, s'attendant clairement à ce que j'acquiesce docilement, suive ses instructions, mais Claire Moreau, 76 ans, ayant élevé 2 enfants, travaillé 40 ans à l'hôpital, n'avait pas l'intention de devenir une vieille femme impotente, juste parce que c'était pratique pour sa fille. Son fils, Julien, vivait dans un autre département, venait rarement. Sa relation avec Valérie toujours tendue. Ils étaient trop différents. Il préférait éviter les disputes familiales. Je ne lui en voulais pas. Chacun sa vie. Après avoir mis l'agneau au four, j'ai commencé à nettoyer les légumes. Le travail était apaisant, me distrayant des pensées désagréables. Valérie a appelé. « Maman, Luc et moi avons décidé de ne pas apporter de vin aujourd'hui. Il a des problèmes d'estomac récemment. Et les enfants n'en boivent pas de toute façon. » « D'accord, ma chérie. Veux-tu du thé ou du café ? » Du thé, bien sûr. Tu sais que je ne bois pas de café après 16 heures. Ça me rend nerveuse. Et achète quelque chose pour le thé. Des biscuits ou un gâteau. Théo s'est plaint hier que tu as toujours des crackers. J'ai pincé les lèvres. J'avais acheté ces crackers pour Théo. Il les adorait, mais les goûts des enfants changent vite. Les grands-mères doivent suivre.
Je vais acheter des biscuits. AIG répondit sèchement. Et encore une chose, maman. Lise est au régime. Elle se prépare pour le bal de l'école. Ne sois pas offensée si elle mange peu. Lise, 16 ans, mince comme un roseau, suivait des régimes depuis 3 ans. Valérie encourageait ses bêtises, pensant que sa fille devait surveiller sa silhouette dès le plus jeune âge. Compris. À quelle heure serez-vous là? À 17 heures. Et ne cuisine pas trop. En part tôt. Luc travaille. Demain à 6 heures. J'ai raccroché, regardant le dîner à moitié prêt. Donc, ils s'assiéront 1 heure et demie, mangeront vite, repartiront. Pourquoi venir alors? Mais je connaissais la réponse. Valérie se sentait obligée de me contrôler, vérifier que tout était en ordre, que je n'avais rien fait de mal. Je suis retournée au marché provençal acheter des biscuits, prenant 2 sortes, pépites de chocolat, avoine. Il pourrait choisir de retour. J'ai dressé la table au salon, utilisant la belle nappe offerte par Julien, la vaisselle élégante que Valérie trouvait trop simple pour les standards modernes. J'ai mis un vase avec des fleurs de mon jardin, préparant la table. L'agneau était presque prêt, les pommes de terre dorées. La maison sentait délicieusement bon. Je me suis changée, mettant une robe bleu foncé, que Valérie disait me vieillir de 10 ans, mais que j'aimais. J'ai coiffé mes cheveux grisonnants, retouché mes lèvres. J'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. Mon cœur s'est serré désagréablement. Une sensation survenant à chaque arrivée de ma fille. Comme avant un examen. Une discussion pénible avec un patron. À 66 ans. J'avais peur de mon propre enfant. Absurde, mais vrai. J'ai pris une grande inspiration, ajusté ma robe, allant ouvrir la porte. La soirée commençait. Valérie est sortie de la voiture en premier, comme toujours. Grande, élancée, en manteau gris strict, talons haute. Même un dimanche, elle semblait en route pour une réunion d'affaires. Les autres suivaient, Luc en veste usée, Jones, Lise en manteau court à la mode, Théo en sweat à capuche. « Salut, maman !» Valérie m'a embrassé sur la joue, laissant une légère trace de rouge. « Comment vas-tu? Tu as l'air fatigué. »« Tout va bien, » a-j'ai répondu, acceptant les étreintes des autres. Luc m'a serré la main fermement, à la manière masculine. Lise m'a enlacé à moitié. Déjà sorti son téléphone, Théo s'est pressé contre moi sincèrement, pas encore à l'âge de la distance adolescente. La chaise de grand-père est encore là, a demandé Valérie, regardant le salon. Maman, on t'a dit qu'il était temps de s'en débarrasser. On dirait un musée. Je n'ai rien dit. La chaise de Paul trônait dans le coin. Je n'allais pas m'en défaire juste parce que ma fille ne l'aimait pas. Parfois, le soir, je m'y asseyais, lissant ou regardant par la fenêtre. Il me semblait qu'elle gardait encore l'odeur de l'eau de Cologne de mon mari. Ça, asseyez-vous à table. Je vais servir le dîner. J'ai dit au lieu de répondre. La famille s'est installée au salon. Lise s'est plongée dans son téléphone. Théo regardait les photos de famille sur la cheminée. Luc examinait silencieusement les nouveaux rideaux. Valérie s'est assise en face de moi, scrutant la disposition de la table. « Cette vaisselle est très démodée, maman. On pourrait acheter quelque chose de plus moderne pour le nouvel an. »« Je l'aime. » a-j'ai répondu calmement, posant les assiettes de nourriture. Mais regarde les bords épais des tasses et ce motif si provincial. Chez nous, on a une vaisselle provençale très stylée. Luc a froncé les sourcils, regardant sa femme avec une légère irritation. Il se sentait toujours mal à l'aise quand Valérie commençait ses leçons éducatives. La Provence. C'est bien, a-t-il dit diplomatiquement, mais c'est beau ici aussi.
N'est-ce pas? Lisez. La fille a levé les yeux de son écran, hochant la tête distraitement, n'écoutant pas. J'ai servi le plat principal. L'agneau était juteux, les pommes de terre dorées, les légumes parfaits. J'étais fière de mes talents culinaires. Même si Valérie me proposait régulièrement des recettes internet plus saines, modernes. Ah, délicieux, mamie, a dit Théo sincèrement, se resservant. Ne mange pas trop. Théo? La grondait sa mère. Tu as déjà des problèmes de poids? Le garçon a grimacé, reposant sa cuillère obediently. J'ai remarqué ses yeux s'éteindre. Quelque chose a pincé mon cœur. Théo, 13 ans, en pleine croissance, avait besoin de manger, mais Valérie était obsédée par le fait que tout se conforme à ses idées du bien. Puis-je en reprendre? A demandé Lise, surprenant tout le monde. Tu es au régime? A rappelé sa mère. Mais j'ai couru 5 kilomètres ce matin. Je peux m'accorder une exception? J'ai silencieusement ajouté de l'agneau dans l'assiette de la fille. Lise me ressemblait à cet âge. Grande, anguleuse, bras fins, mais avec un caractère plus doux, moins têtu. Une légère tension familière s'installa à table. Valérie parlait de son travail, se plaignant de collègues supérieurs. Luc intervenait parfois avec des commentaires neutres. Les enfants mangeaient en silence, jetant des coups d'œil à leur montre. À propos, maman, a dit Valérie après les plats principaux. J'ai parlé à Nathalie Berger récemment. Tu te souviens de Nathalie? Elle travaille dans une agence immobilière maintenant. Elle dit que les maisons de notre quartier se vendent très bien. J'ai demandé prudemment. Ah, juste comme ça. C'est juste que la maison est trop grande pour une personne, coûteuse à entretenir. Peut-être devrais-tu penser à quelque chose de plus compact. Il y a de très beaux appartements pour seniors avec concierge, services médicaux. J'ai posé ma tasse sur la soucoupe un peu plus fort que nécessaire. Je ne déménage nulle part. Mais, maman, sois raisonnable. Et s'il t'arrive quelque chose, on vit à 20 minutes. On ne pourra pas toujours arriver vite. Il ne m'arrivera rien. Comment le sais-tu? Tout peut arriver à ton âge. Luc a froncé les sourcils. Valérie? Peut-être qu'on ne devrait pas en parler maintenant. Quand est le bon moment? Nous sommes adultes. Il faut planifier l'avenir. Je me suis levée de table. Je vais mettre la bouilloire. En cuisine. J'ai compté lentement jusqu'à 10, me calmant. C'était toujours pareil. Valérie trouvait un moyen de suggérer que je vivais mal, que je devais changer, améliorer, optimiser, comme si j'étais un mécanisme défectueux nécessitant des ajustements constants. J'ai sorti les bonnes tasses, celles au bord épais, au motif provincial, posant biscuits, confiture, sucrier sur un plateau. La bouilloire a bouilli juste à temps. Le thé est prêt. J'ai appelé. La famille s'est rassemblée à table. L'humeur s'était un peu allégée. Théo parlait de son projet d'histoire à l'école. Lise se plaignait d'un test de maths difficile. Valérie écoutait les enfants avec l'expression attentive d'une mère, corrigeant ou conseillant parfois. Je versai le thé dans les tasses. Quand j'ai remarqué un comportement étrange de Valérie, elle jetait des regards à ma tasse, puis autour, comme pour vérifier si quelqu'un regardait. Quand je me suis tournée vers la bouilloire, ma fille s'est penchée rapidement, versant quelque chose d'un petit sachet dans ma tasse. Je me suis figée, tenant la théière, mon cœur battant plus vite. Je ne pouvais croire mes yeux. Ma fille avait-elle vraiment mis quelque chose dans mon thé? Pourquoi? Dans quel but? Valérie s'est redressée, l'air naturel, souriant. Maman, tu vas verser le thé, ou juste rester là? Oui, bien sûr, a-j'ai répondu mécaniquement.
finissant de verser, pensant à ce que j'avais vu. Peut-être avais-je imaginé, mais non. Le geste était trop précis, trop furtif. Valérie avait mis quelque chose dans mon thé. Chacun a pris sa tasse. J'ai soulevé la mienne, sentant aucun parfum étrange. Ce que c'était n'avait pas d'odeur. Ah, tu ne bois pas ton thé, maman. J'ai a remarqué Valérie, une note d'impatience à peine perceptible. C'est très chaud, a-j'ai répondu, réfléchissant. Je regardais la famille à table. Luc buvait paisiblement, parlant du travail. Les enfants écoutaient à moitié. Finissant leurs biscuits, Valérie jetait des regards à ma tasse. Je voyais de l'attente dans ses yeux. Attente de quoi? Que devait-il se passer? J'essayais de deviner ce qu'on pouvait ajouter au thé. Un somnifère. Mais pourquoi? Un laxatif. À cette pensée, un frisson m'a parcouru. Ma fille avait-elle décidé de m'humilier en public? Je vais essayer ton thé, Claire, a dit Luc soudainement. Le mien semble un peu faible. Non, ne fais pas ça, a répondu Valérie rapidement. Maman a ajouté du sucre. Tu n'aimes pas le thé sucré. Ça va? Je vais essayer, a dit Luc, tendant la main vers ma tasse. À cet instant, j'ai pris ma décision, sans réfléchir. J'ai pris la tasse de Luc, lui donnant la mienne. Échangeons. Je veux du thé plus fort aussi. Maman, que fais-tu? A demandé Valérie brusquement. J'échange les tasses avec Luc. C'est évident. Non bonne. Mon gendre avait déjà pris une gorgée de ma tasse. Délicieux. Juste la bonne quantité de sucre. Valérie a pâli, ses yeux allant de son mari à moi. Je buvais calmement le thé de Luc, gardant les yeux sur ma fille. Nous nous regardions en silence. Et dans ce silence, il y avait plus de compréhension qu'en des années de conversation. Il ne restait qu'à attendre. 15 minutes de conversation calme ont passé. Quand Luc s'est tu au milieu d'une phrase sur une nouvelle machine à l'usine, il a grimacé, posant sa main sur son ventre. Se penchant légèrement, quelque chose ne va pas. Ai-je demandé, sachant ce qui arrivait. J'ai mal au ventre, a-t-il marmonné, essuyant la sueur de son front. C'est venu soudainement. Valérie s'est immédiatement alertée, son visage affichant une inquiétude exagérée. Mais je voyais la panique dans ses yeux. Peut-être a-t-il mangé quelque chose de mauvais, a-t-elle dit, regardant la table, cherchant un coupable. L'agneau était frais, maman. Bien sûr qu'il était frais, a-j'ai répondu sèchement. J'ai acheté hier. Luc commençait à pâlir. Il a essayé de se lever, mais ses racines pliées en deux. Excusez-moi, a-t-il dit, se levant en s'appuyant sur la table, se dirigeant rapidement vers l'escalier menant à la salle de bain, ses pas inégaux, précipités. Quelques secondes plus tard, la porte a claqué. Qu'est-ce qui ne va pas avec papa? A demandé Théo, une cuillère. Il a dû manger quelque chose de mauvais. Lysée a posé son téléphone, s'intéressant pour la première fois ce soir. Valérie tordait ses mains nerveusement. Je ne comprends pas ce qui a pu arriver. Il n'a rien mangé d'inhabituel. J'ai ramassé silencieusement les assiettes sales, mes mouvements calmes, mesurés, mais intérieurement, j'étais en ébullition. Maintenant, je comprenais enfin ce qui s'était passé. Ma fille avait glissé un laxatif dans mon thé, espérant provoquer une scène humiliante. Mais c'est l'innocent Luc qui l'a reçu. Des sons distinctifs venaient d'en haut. Lise a grimacé. Ah, dégoûtant. Lise la grondait sa mère, mais elle n'avait pas l'air mieux. Je continuais à débarrasser, observant ma fille. Valérie se levait, s'asseyait, allait à la fenêtre, revenait à table.
essayant de paraître une épouse inquiète, mais ça ne marchait pas. Trop d'agitation, trop de comédie. Faut-il appeler un médecin? A suggéré Théo. Non, a répondu Valérie trop vite. Ah, je veux dire, voyons, ça passera peut-être. Ah. D'autres bruits, d'en haut, plus forts. Luc était clairement mal. Maman, as-tu du charbon actif? A demandé Valérie, une fausse note dans sa voix. Je vais regarder dans l'armoire à pharmacie. Je suis montée. Luc était terrible. Peul, en sueur. S'appuyant au mur, en me voyant, il a essayé de sourire. Désolé, Claire. Quelque chose m'a pris? Ce n'est pas grave. Je vais te chercher un médicament. J'ai trouvé du charbon actif dans la salle de bain. Lui, apportant avec un verre d'eau, Luc a pris les comprimés avec gratitude, mais il n'allait pas mieux. Peut-être devrions-nous rentrer, a-t-il suggéré faiblement. Bien sûr. Descends, quand tu pourras. Haine basse. Valérie arpentait le salon. Les enfants silencieux, ne sachant comment réagir. Comment va-t-il? M'a demandé ma fille. Pas bien? Il faut rentrer. Oui, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça peut être? Peut-être une gastro. J'ai les regardé intensément. J'ai chou autre chose. Valérie a détourné le regard. Que veux-tu dire? Rien de particulier, juste une pensée. Luc est descendu, s'appuyant sur la rampe, encore plus mal qu'en haut. Valérie l'a pris par le bras avec une inquiétude exagérée. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être voir un médecin, finalement? Je vais m'allonger à la maison. Ça devrait passer, parlait-il difficilement, se retenant visiblement. J'avais pitié de mon gendre, un homme bon, travailleur, aimant ses enfants, soutenant sa femme. Et il souffrait à cause de la méchanceté d'une autre. Préparez-vous, a dit Valérie aux enfants. On part. Théo et Lisée ont commencé à s'habiller. Je les ai accompagnés à la porte, aidant Luc à mettre sa veste. Ses mains tremblaient. Merci pour le dîner, Claire. A-t-il marmonné? Désolé pour ça. Ne t'excuse pas, remets-toi vite. Valérie s'affairait autour de la voiture, installant son mari à l'avant, les enfants silencieux à l'arrière. Je restais dans l'embrasure, observant. Avant de prendre le volant, ma fille s'est approchée. Maman, je t'appelle demain, je te dirai comment va Luc. D'accord. Et vérifie peut-être les courses, quelque chose pourrait être avarié. Je l'ai regardé intensément. Je vérifierai tout. Valérie a hésité, comme pour ajouter quelque chose, mais s'est ravisée, hochant la tête, allant à la voiture. Je les ai regardés jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin, puis j'ai fermé la porte, revenant au salon, les tasses encore sur la table. La mienne vide, celle de Luc aussi. Je l'ai prise, sentant. Aucune odeur étrange. Mais ça ne voulait rien dire. Je suis allée en cuisine, mais versant de l'eau, buvant lentement. Mes mains ne tremblaient pas. Mon pouls était stable. 40 ans d'infirmière m'avaient appris à rester calme en toute situation. Mais intérieurement, j'étais en ébullition. Ma propre fille avait essayé de m'humilier. Elle avait mis du laxatif dans mon thé, espérant m'embarrasser devant mes petits-enfants. Pourquoi? Pour montrer que j'étais impotente, prouver que je devais aller en maison de retraite. Je me suis assise dans la chaise de Paul, fermant les yeux. Je me souvenais de la petite Valérie, intelligente, avec des couettes, voulant toujours être la meilleure, excellente élève à l'école, parmi les meilleurs, lui, à l'université, ambitieuse, déterminée, mais quelque part, quelque chose s'était brisé. Était-ce ma faute? Avais-je trop exigé? Ou au contraire?
Pas assez d'attention. Paul disait que Valérie avait besoin de plus de fermeté, qu'elle aimait trop commander, mais je pensais que c'était un signe de caractère, de volonté. Maintenant, je comprenais, c'était de la cruauté, un désir de contrôler, d'humilier, de remettre les gens à leur place. Aujourd'hui, elle avait décidé de remettre sa mère à sa place. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées, le nom de Valérie sur l'écran. « Oh, bonjour, maman, comment vas-tu ?» Luc va mieux. Il s'est reposé à la maison. Il a probablement mangé quelque chose de mauvais. Ah, contente qu'il aille mieux. As-tu vérifié les dates de péremption des aliments? Peut-être le lait était-il tourné ou l'agneau pas frais? J'ai marqué une pause, réfléchissant à ma réponse. Tout était frais? Valérie, j'en suis sûre. Alors je ne comprends pas ce qui a pu arriver. C'est étrange. Oui, très étrange. Silence sur la ligne. Valérie attendait quelque chose, une explication, une suggestion, peut-être des excuses pour une nourriture de mauvaise qualité. Bon, d'accord. A-t-elle dit enfin. À bientôt. Au revoir. J'ai raccroché, m'adossant dans la chaise. Ma fille me testait, vérifiant si je connaissais la vérité. Elle essayait de savoir si j'avais deviné son plan, mais je n'allais pas lui faciliter la vie en l'accusant directement. Qu'elle souffre dans l'incertitude. Dehors. Il faisait sombre. J'ai allumé la lampe. Commençant à débarrasser les restes du dîner, le travail aidait à réfléchir. Le plan prenait forme, lentement, mais sûrement. Valérie voulait me montrer ma place. Bien sûr. Maintenant, c'était à moi de lui montrer la sienne. Il était minuit passé, je restais allongé, les yeux ouverts, le sommeil ne venait pas, les événements de la soirée tournaient dans ma tête, les mots de Valérie, le visage de Luc quand il s'est senti mal. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Valérie verser quelque chose dans ma tasse, je me suis levé, enfilant mon peignoir, descendant en cuisine. J'ai mis la bouilloire, pas pour faire du thé, mais pour occuper mes mains. Les gestes familiers calmaient. Où avais-je échoué? À quel moment ma fille intelligente, belle, était-elle devenue une femme capable d'une telle cruauté? J'essayais de me souvenir de Valérie à différentes étapes, cherchant le moment où tout avait mal tourné. Petite, elle était un ange, cheveux blonds bouclés, grands yeux gris, jouets roses. Les voisins s'extasiaient toujours en nous voyant. « Quelle beauté !» disait-il. Et Valérie hochait la tête. Déjà consciente à 4 ans qu'elle était spéciale, peut-être était-ce le problème. Tout le monde l'admirait constamment. Paul gâtait trop sa fille, achetant des jouets coûteux, l'emmenant dans les meilleurs magasins, l'inscrivant dans une école privée prestigieuse. « Notre princesse doit avoir le meilleur, » disait-il. Et moi, je n'étais pas stricte non plus. Après de longues gardes à l'hôpital, je voulais juste la paix. Si Valérie faisait des caprices, il était plus facile de céder que de faire une scène. Paul travaillait beaucoup. L'éducation des enfants reposait sur moi, mais je manquais souvent de force. Julien, né 3 ans après, était un garçon calme, facile, ne réclamant jamais d'attention spéciale. Peut-être que Valérie recevait toute l'attention, elle savait l'obtenir, pleurant fort, faisant des crises, se calmant instantanément quand elle obtenait ce qu'elle voulait. Elle était une star à l'école, excellente notes, rôles principaux dans les pièces, victoire aux compétitions académiques. Ses professeurs l'adoraient, ses camarades l'enviaient. J'étais fière de ma fille, ravie de ses succès. Tout semblait aller bien. Les premiers signes d'alerte sont apparus au lycée. Valérie critiquait les autres enfants, leurs vêtements, leurs manières, leur famille. « Maman, pourquoi Sophie s'habille si bizarrement ?»
Ils n'ont pas d'argent pour des vêtements normaux. Où se Pierre les si stupides? Comment est-il entré dans notre classe? J'essayais d'expliquer que ce n'était pas gentil, que chacun a des opportunités différentes, que le caractère compte, pas l'apparence. Mais Valérie levait les yeux au ciel. « Maman, tu es trop gentille dans la vie. Il faut savoir distinguer les gens qui valent quelque chose des perdants. Chich, perdance. » Elle utilisait ce mot de plus en plus. Perdants, ses camarades de famille modestes. Perdants, les professeurs qui ne la favorisaient pas, même son frère. Un perdant, car il préférait lire des livres plutôt que faire du sport ou sortir avec des filles. La situation a empiré à l'université. Valérie étudiait l'administration des affaires, s'immergeant dans un monde de compétition, d'ambition. Elle parlait de ses camarades comme des rivaux, à surpasser à tout prix, mépriser ses professeurs s'ils osaient lui faire des remarques. C'est là qu'elle a rencontré Luc, étudiant une matière technique à la même université, travaillant à mi-temps dans un atelier pour payer ses études, un gars simple d'une famille ouvrière, honnête, travailleur. Je l'ai aimé tout de suite. Il était poli, sincère, avec des yeux bienveillants. Mais pourquoi Valérie l'avait-elle choisi? À l'époque, je pensais qu'elle voyait en lui un homme véritable, un partenaire fiable. Maintenant, je comprends. Elle voulait quelqu'un qu'elle pouvait contrôler. Luc était assez beau pour ne pas avoir honte en public, mais pas trop ambitieux pour rivaliser avec elle. Après le mariage, Valérie a vite pris le contrôle de la famille, décidant où ils vivraient, comment dépenser l'argent, avec qui socialiser. Luc acquiesçait docilement à toutes ses décisions. À l'époque, je pensais qu'ils se complétaient bien. Quand les enfants sont nés, j'espérais que la maternité adoucirait ma fille, lui apprendrait patience, compréhension. Au début, c'était le cas. Valérie se consacrait entièrement à Lise, une mère attentionnée, mais à mesure que la fille grandissait, elle appliquait les mêmes principes. Lise devait être la meilleure en tout, à l'école, au sport, en apparence. Valérie l'inscrivait à une dizaine de clubs, la comparait aux autres enfants, exigeait la perfection. Quand Théo est né, le même programme s'est répété. Puis, Paul s'est mort subitement d'une crise cardiaque à 59 ans. Nous étions tous sous le choc. Mais Valérie a pris la mort de son père comme une catastrophe personnelle, pas seulement par chagrin, bien sûr, mais surtout parce qu'elle perdait sa principale source d'admiration, de soutien. Après les funérailles, elle venait plus souvent. Au début, je pensais qu'elle s'inquiétait pour moi, voulait me soutenir dans un moment difficile. Mais j'ai vite réalisé que Valérie avait simplement trouvé un nouvel objet de contrôle. Maintenant que son père était parti, elle décidait de prendre en main ma vie. Ça commençait par des petites choses. « Maman, cette coiffure te vieillit. »« Maman, pourquoi achètes-tu des aliments si bon marché ?»« Maman, ce médecin est incompétent. Je t'en trouverai un meilleur. » Chaque visite devenait une leçon sur comment vivre ma vie. J'essayais de résister, expliquant que je pouvais prendre mes décisions, mais Valérie n'écoutait pas, convaincue qu'elle savait mieux ce qui était juste pour tous. Si quelqu'un était en désaccord, cela signifiait qu'il n'était pas assez intelligent pour comprendre qu'elle avait raison. La bouilloire a sifflé, interrompant mes pensées. J'ai préparé un thé léger aux herbes, m'asseyant près de la fenêtre de la cuisine. Dehors, c'était calme. Seules, quelques voitures passaient, leurs phares éclairant les maisons endormies. Ce qui s'était passé aujourd'hui n'était pas juste une tentative de contrôle. C'était une humiliation ouverte. Valérie voulait montrer aux enfants que leur grand-mère était une vieille femme fragile, incapable de contrôler son corps. Elle voulait prouver que j'avais besoin d'une maison de retraite où l'on s'occuperait correctement de moi.
Mais son plan avait échoué. À la place, Luc, un homme n'ayant jamais fait de mal, a souffert. Valérie avait piégé son propre mari, le père de ses enfants, et même après, elle essayait de me rejeter la faute, suggérant une nourriture de mauvaise qualité. J'ai fini mon thé. Montant à l'étage, la chambre était calme, sombre. Je me suis couché, mais le sommeil ne venait toujours pas. Un plan se formait dans ma tête. Si ma fille voulait jouer à des jeux d'humiliation, elle les aurait, mais je fixerais les règles. J'avais quelque chose que Valérie n'attendait pas. Des documents signés il y a 3 ans, quand la jeune famille a acheté la maison. À l'époque, il manquait d'argent pour la compte. J'avais accepté d'être garante pour l'hypothèque. De plus, j'avais contribué une somme importante des économies de Paul. C'est un investissement pour l'avenir de nos petits-enfants, disait Valérie. On remboursera tout. Mais personne ne se pressait de rembourser. Au lieu de cela, ma fille vivait dans un beau quartier, dans une belle maison, qu'il n'aurait pas pu acheter sans mon aide. Valérie était habituée à recevoir aide, soutien de ma part. Elle oubliait que chaque médaille a 2 faces, qu'une garantie peut être révoquée, que les dettes peuvent être exigées. Je savais que cela ferait mal à la famille. Il devrait trouver un nouveau logement, peut-être moins confortable. Les enfants seraient bouleversés. Luc se blâmerait, bien qu'il n'y soit pour rien. Mais Valérie devait comprendre qu'on ne joue pas ainsi avec moi. Je ne suis pas une vieille femme impotente, qu'on peut humilier, contrôler. Je suis une mère méritant le respect, et si ma fille l'a oublié, il était temps de le lui rappeler. L'aube pointait dehors, je sentais enfin pouvoir dormir. Le plan était prêt. Le matin, je me suis réveillée, l'esprit clair, n'ayant dormi que quelques heures, mais étonnamment alerte. Le plan mûri dans la nuit semblait juste, raisonnable. Il fallait maintenant en définir les détails. Après le petit déjeuner, je suis allée dans le bureau de Paul. Il était méticuleux, gardant ses papiers en ordre. Chaque document à sa place. Dossiers étiquetés, triés par année, après sa mort. Je n'avais rien changé, sauf déplacer les documents importants. Dans le coffre, le dossier nécessaire s'appelait « Hypothèque Valérie ». À l'intérieur, tous les documents liés à l'achat de la maison de ma fille. Je les ai étalés sur le bureau, les étudiant soigneusement. L'accord de garantie datait d'il y a 3 ans. Valérie et Luc avaient trouvé leur maison de rêve dans un beau quartier de Valoris, mais la banque exigeait un acompte de 92 000 €. La jeune famille n'avait pas cette somme. Je me souvenais bien de cette conversation. Ma fille était venue, bouleversée, presque en larmes. « Maman, on a trouvé la maison parfaite pour les enfants. Une bonne école à côté, un quartier sûr, une grande cour, mais on n'a pas assez pour la compte. » Paul avait immédiatement proposé d'aider. « On ne peut pas laisser les enfants sans toi, » disait-il. J'étais plus prudente. C'était beaucoup d'argent, presque la moitié de nos économies. Mais mon mari m'a convaincue. « Claire, ce sont nos petits-enfants, il faut leur offrir un bon avenir. » Finalement, nous sommes devenus garants de l'hypothèque, contribuant 69 000 € de notre argent. Valérie promettait de rembourser en versement de 400 € par an en 3 ans. Nous n'avions reçu que 900 €. Ma fille trouvait toujours des raisons de retarder les paiements. J'ai relu les termes de l'accord de garantie. La banque pouvait exiger le remboursement total de la dette du garant en cas de manquement des emprunteurs. Mais le garant pouvait aussi retirer sa garantie en donnant un préavis de 30 jours. Un point intéressant. Je pouvais donc me retirer à tout moment, et la banque déciderait alors du prêt uniquement avec Valérie et Luc, vous leur revenus. Surtout après que Valérie est passée à temps partiel, il était peu probable que la banque les considère solvables
sans garant supplémentaire. J'ai sorti ma calculatrice, calculant le solde restant. 211 600 €. Une somme conséquente, le paiement mensuel était d'environ 1840 €. Un fardeau important pour une famille avec le salaire de Luc. Le dossier contenait aussi des documents sur le remboursement de mes fonds. Valérie avait signé un reçu pour 69 000 €, s'engageant à rembourser en 15 ans, en fait, un prêt sans intérêt. Je n'avais pas exigé d'intérêt. Décidant d'aider les enfants, le téléphone a sonné, interrompant mes calculs, le nom de Valérie sur l'écran. « Salut, maman, comment vas-tu ? » ?»« Bien. Et vous ? » ?»« Tout va bien. Luc va mieux. Il est allé au travail. Il a dû manger quelque chose de mauvais. Je n'ai rien dit, continuant à étudier les documents. « Maman, tu m'entends ? » ?»« Je t'entends, contente que Luc aille mieux. As-tu été malade hier ? » ?»« Je pensais juste. Peut-être te sentais-tu mal après le dîner. » Question intéressante. Valérie vérifiait si ce qu'elle avait mis dans mon thé avait fonctionné. Elle n'était toujours pas sûre que je connaissais la vérité. « Non, je vais bien. Aurais-je dû être malade ? » Chier. « Non, bien sûr que non. Je m'inquiète juste. À ton âge, un trouble digestif peut être dangereux. » « À mon âge ?» Ai-je répété. Drôle de façon de le dire. C'est que maman. Je ne voulais pas dire ça. Je m'inquiète pour toi. Je vois. Une pause gênée. Valérie espérait une réponse plus chaleureuse, mais je n'allais pas lui faire plaisir. Écoute, quand viens-tu en ville ? Peut-être pourrais-tu passer ? Les enfants manquent leur grand-mère. Je ne sais pas encore, j'ai beaucoup à faire. Quoi faire ? Tu es à la retraite. Voilà le mépris familier, comme si les retraités n'avaient pas droit à leur propre plan. Intérêt ? J'ai des choses à faire. Ai-je répondu sèchement. Ah, d'accord, d'accord. Je voulais juste proposer de l'aide. Appelle si tu as besoin. Je le ferai. Après que Valérie a raccroché, je suis restée un moment, avec le téléphone en main. Valérie était nerveuse. C'était évident. Elle essayait de savoir si je soupçonnais quelque chose, tout en jouant la fille attentionnée. Mais une autre question me préoccupait. Jusqu'où étais-je prête à aller dans ma revanche ? Retirer ma garantie compliquerait sérieusement la vie de la famille. Ils pourraient devoir vendre leur maison, déménager dans un quartier moins prestigieux. Les enfants changeraient d'école, perdraient leurs amis. D'un autre côté, Valérie n'avait pas pensé aux conséquences quand elle planifiait mon humiliation. Elle était prête à me déshonorer devant mes petits-enfants pour prouver qu'elle avait raison. Pourquoi serais-je plus clémente qu'elle ne l'a été avec moi ? Je me suis levée, arpentant le bureau. Sur les étagères, des photos de toute la famille. Mariages, anniversaires des enfants, vacances. Sur une photo, Valérie, Sixens. Sur mes genoux, riante, à l'époque, une petite fille, croyant que sa mère pouvait tout résoudre. Où était cette fille ? Quand était-elle devenue une femme capable de trahison ? Peut-être le problème était-il moi. L'avais-je trop laissé faire, trop peu exigé ou trop strict ? Ne lui avais-je pas assez montré un amour inconditionnel ? Mais il était trop tard pour chercher des raisons. L'important était de décider quoi faire. Ensuite, je suis revenue au document, à côté de l'accord de garantie, une copie de l'évaluation de la maison, 322 000 €. Sa valeur il y a 3 ans. Maintenant, avec la hausse des prix immobiliers, elle valait plus. Si la banque exigeait un remboursement anticipé, Valérie et Luc devraient vendre après avoir payé la banque. Il leur resterait environ 110 400 €, assez pour une maison plus modeste.
mais loin de leur quartier actuel. Et mes 69 000 €, par la loi, j'avais le droit d'en exiger le remboursement à tout moment. Ma fille n'avait clairement pas cette somme. Tout partait dans son style de vie, ses achats coûteux. J'ai ouvert mon ordinateur, allant sur le site de la Banque Azur, trouvant la section pour les garants. Étudiant la procédure de retrait, c'était simple. Il suffisait de soumettre une déclaration écrite, attendre l'examen. La banque pouvait accepter le retrait ou exiger un remboursement anticipé vu la situation financière des emprunteurs. La deuxième option était plus probable. Valérie et Luc n'avaient pas assez de revenus pour un prêt sans garant supplémentaire. J'ai imprimé le formulaire de demande. L'étudiant, soigneusement. Il n'était pas nécessaire d'indiquer la raison du retrait, juste déclarer mon souhait de mettre fin à l'obligation. La loi protégeait les droits des garants, permettant de se retirer si les circonstances changeaient, et elles avaient changé il y a 3 ans. J'aidais une fille aimante, voulant le meilleur pour ses enfants. Maintenant, je réalisais aider une femme me considérant comme un fardeau, prête à m'humilier pour atteindre ses buts. Le téléphone fixe a sonné. Un numéro inconnu. Claire Moreau. Oui, docteur Dupont de la clinique. Je vous appelle pour votre contrôle de mercredi. Nous devons le reporter à vendredi. Est-ce possible? Bien sûr. Parfait. N'oubliez pas d'apporter les résultats des tests soumis le mois dernier. Après avoir parlé au médecin, je me suis mise à réfléchir. Un contrôle programmé. Valérie s'intéressait toujours à mes examens médicaux. Ah, à ton âge, il faut surveiller ta santé de près, disait-elle. Je lui racontais obediently mes visites, résultats, recommandations des spécialistes. Maintenant, je comprenais. Ma fille ne collectait pas ces informations par inquiétude pour ma santé. Elle attendait que je développe des problèmes sérieux. Une excuse pour me mettre en maison de retraite. Maman ne peut plus vivre seule, dirait-elle aux proches. Elle a des problèmes de mémoire, de cœur, de tension. Mais pour l'instant, ma santé était bonne. Tension normale, cœur en ordre. Mémoire claire. Lors de ma dernière visite, le médecin disait même que je paraissais plus jeune que mon âge. J'ai regardé à nouveau le formulaire de retrait. La décision était pratiquement prise. Il ne restait qu'à choisir le moment. Quand serait le meilleur moment pour soumettre les documents? Aujourd'hui était lundi. Si je déposais la demande demain, la banque l'examinerait dans la semaine. D'ici le lundi suivant, Valérie recevrait une notification que sa garante se retirait. Et alors, le spectacle commencerait. J'ai soigneusement rangé les documents dans le dossier. La décision était prise. Le mardi matin, je me suis réveillée tôt, sachant immédiatement que c'était le jour. Aucun doute, aucune hésitation. La décision mûrie dans la nuit devait être exécutée. Après le petit déjeuner, je me suis préparée soigneusement, mettant un tailleur bleu foncé acheté pour les funérailles de Paul, parfait pour les réunions sérieuses. J'ai coiffé mes cheveux, mise du maquillage. La femme dans le miroir savait exactement ce qu'elle voulait. J'ai mis les documents dans le dossier en cuir que Paul utilisait pour les papiers importants. Passeport, déclaration de revenus, copie de l'accord de garantie, formulaire de retrait complété. Tout était prêt. La Banque Azur de Valory était au centre-ville, dans un bel immeuble en pierre ocre. J'ai pris mon vélo, bien que j'aurais pu appeler un taxi. Mais je voulais du temps pour réfléchir. Une dernière chance de changer d'avis. En chemin, j'ai relu la déclaration plusieurs fois, vérifiant chaque ligne. Par la présente, je demande la révocation de ma garantie hypothécaire pour le prêt numéro. Les phrases sèches, officielles, cachaient le drame familial qui se déroulait depuis plusieurs jours.
La banque était calme, fraîche, meubles en bois clair, éclairage tamisé, une légère odeur de lavande, tout créait une atmosphère de fiabilité, de respectabilité. Une jeune femme au sourire professionnel était à l'accueil. Bienvenue à Banque Azur. Comment puis-je vous aider? Je dois parler à un spécialiste des hypothèques. J'ai une question sur une garantie. Bien sûr. Voyez Philippe Laurent, le directeur. Bureau numéro 5. Philippe Laurent, homme d'âge moyen, apparence plaisante, tempe grisonnante, yeux bruns bienveillants derrière des lunettes, manière douce, douce. Il s'est levé de son bureau à mon entrée, offrant sa main galamante. Claire Moreau, je présume, ravi de vous rencontrer. Asseyez-vous. Café. Thé. Ça. Non. Merci. Je me suis assise dans un fauteuil moelleux, face à son bureau, sortant le dossier. Vous avez une question sur une garantie, et Monsieur Laurent a ouvert son ordinateur. Prêt à taper, je veux retirer ma garantie pour l'hypothèque de ma fille. Les doigts du directeur se sont figés sur le clavier. Il m'a regardé intensément, comme pour vérifier s'il avait bien entendu. Retirer la garantie. Puis-je avoir le numéro du prêt? J'ai dicté le numéro. Il a rapidement trouvé les informations. Oh, oui. Je vois. Le prêt a été émis en mars pour 300 000 €. Les garants sont vous et votre défunt mari. Le solde restant est de 210 000 €. C'est correct. Madame Moreau, puis-je demander pourquoi cette décision? Retirer votre garantie pourrait créer de graves problèmes pour l'emprunteur. Je suis restée silencieuse, réfléchissant à ma réponse. Je ne voulais pas raconter mes problèmes familiaux à un employé de banque. Les circonstances ont changé. Aïe, je dis enfin. Je comprends, mais vous devez comprendre les conséquences. Sans votre garantie, les revenus de l'emprunteur pourraient ne pas suffire pour continuer le prêt. La banque devra réviser les conditions ou exiger un remboursement anticipé. Je comprends. Monsieur Laurent a retiré ses lunettes, les essuyant, jouant visiblement pour gagner du temps. Il ne savait pas comment gérer la situation. Madame Moreau, avez-vous discuté de cette décision avec votre fille? Peut-être devriez-vous parler à votre famille d'abord? Ça. Non, et je n'en ai pas l'intention. Mais cela pourrait entraîner la perte de leur maison. Vos petits-enfants pourraient se retrouver sans toit. Mentionnèrent mes petits-enfants faisait mal, mais je ne l'ai pas montré. Monsieur Laurent jouait sur mes émotions. Mais j'y étais préparée. Mes petits-enfants ne seront pas sans toit. Leurs parents trouveront une solution. Mais pourquoi créer des difficultés supplémentaires? Le prêt a été payé sans problème toutes ces années. J'ai le droit de retirer ma garantie selon les termes de l'accord. Chiou Aïgé dit fermement. Le directeur a soupiré, remettant ses lunettes. Oui, bien sûr. Vous avez ce droit. Nous essayons juste de trouver une solution convenant à tous. Il a marqué une pause, regardant les documents à l'écran. Et si nous proposions de modifier les conditions de la garantie, réduire votre responsabilité à un certain montant? Non, je veux me retirer complètement. Si. Est un report. Nous pouvons enregistrer votre intention, mais donner du temps à la famille pour trouver un autre garant ou augmenter leurs revenus. J'ai secoué la tête. Je dois déposer la demande aujourd'hui. Bad. Monsieur Laurent a compris qu'il ne me ferait pas changer d'avis. Il a ouvert un tiroir, sortant un formulaire. D'accord. Procédons aux formalités. Avez-vous apporté votre demande? Je lui ai tendu le formulaire complété. Il a étudié, vérifiant les informations sur l'ordinateur. Tout est correct. Maintenant,
Je dois faire des copies de vos documents. Pendant qu'il copiait mon passeport, ma déclaration de revenus. Je regardais son bureau, des diplômes, certificats au mur, des photos de sa famille, sa femme, 2 enfants, un chien sur le bureau. Il semblait un homme de famille ordinaire, faisant son travail. « Ah, Madame Moreau, » a dit Monsieur Laurent, posant les documents. Me regardant sérieusement, « Je suis tenu de vous avertir des conséquences possibles. Après le dépôt de la demande, la banque aura 30 jours pour l'examiner. Nous informerons les emprunteurs de votre décision. Ils recevront une lettre dans la semaine. » Je vois. Si la banque décide d'exiger un remboursement anticipé, les emprunteurs auront 30 jours pour trouver les fonds. S'ils ne peuvent pas rembourser, la maison sera mise aux enchères. Ces mots m'ont frappé durement. Une maison aux enchères signifiait que la famille perdrait non seulement son foyer, mais l'argent investi, et s'ils trouvent un autre garant, AIG demandé. Alors, le prêt continuera aux mêmes conditions, mais trouver un garant avec assez de revenus, d'actifs, n'est pas facile. Valérie a un frère, mais Julien vit dans un autre département. Peu probable qu'il accepte une telle obligation. Les parents de Luc sont retraités, avec des revenus modestes. Ils n'ont pas d'autres proches. Avec assez de ressources financières, il y a une autre option, a continué Monsieur Laurent. Les emprunteurs pourraient refinancer le prêt avec une autre banque, mais sans garant. Avec leurs revenus, ce serait difficile. J'ai hoché la tête, montrant que je comprenais les risques. Alors, signez ici, ici et ici. J'ai signé à 3 endroits, écrivant chaque lettre clairement. Chaque signature renforçait la finalité de la décision. C'est excellent. Votre demande est acceptée pour examen. Dans 7 jours ouvrables, vous recevrez une notification écrite de la décision de la banque. Une copie sera envoyée aux emprunteurs. Monsieur Laurent s'est levé, tendant la main. « Merci d'être venu. J'espère que la situation se résoudra au mieux pour tous. » En quittant la banque, je ressentais un étrange soulagement, les documents déposés, la décision prise, pas de retour en arrière. Il ne restait qu'à attendre, voir comment les choses se dérouleraient. Le soleil brillait, les rues animées, les gens vaquaient à leurs affaires. Ignorant que je venais de changer la vie de ma famille, la pensée était à la fois effrayante, libératrice. J'ai repris mon vélo pour rentrer, perdu dans mes pensées. Dans 1 semaine, Valérie recevrait une lettre de la banque. Comment réagirait-elle? Essaierait-elle de me contacter pour comprendre pourquoi, ou chercherait-elle immédiatement une solution? À la maison, j'ai fait du thé, m'asseyant dans la chaise de Paul, le dossier des documents sur la table à côté. Il manquait maintenant une déclaration importante, celle qui avait déclenché une chaîne d'événements impossibles à arrêter. Je ne ressentais aucun remords, juste de la fatigue, un étrange sentiment d'accomplissement. Pendant des années, j'avais joué le rôle de la mère obéissante, aidant, soutenant, sans rien demander. Maintenant, ce rôle était fini. La lettre de la banque est arrivée le lundi suivant. Je le savais, car le téléphone a sonné. Tout ce que j'entendais était la respiration lourde, en colère de Valérie. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle fini par dire? Bonjour, ma chérie, de quoi parles-tu? Ne fais pas semblant, on vient de recevoir une lettre de la banque. As-tu retiré ta garantie? J'ai posé ma tasse de thé, m'installant plus confortablement. Le moment de vérité était arrivé. Oui, je l'ai fait. Silence sur la ligne pendant quelques secondes. Puis Valérie a explosé. Es-tu devenue folle? On a des enfants, on a besoin de cette maison. Comment as-tu pu? C'est très simple. J'ai déposé une déclaration à la banque.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Question intéressante. Valérie ne comprenait vraiment pas qu'elle avait fait quelque chose de mal. Je pensais que vous pouviez vous débrouiller sans mon aide. Aïgé répondit calmement. Maman, arrête de parler par énigme. Explique ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je ne veux plus être garante de votre prêt. C'est impossible. Tu ne peux pas tout annuler. On a un contrat. Lis les termes du contrat. Valérie, le garant peut se retirer. Silence encore. Apparemment, ma fille n'avait jamais lu les petites lignes des documents bancaires. Ah, on arrive, a-t-elle dit enfin. Tout de suite. Comme tu veux. J'ai raccroché, continuant monter. Dans 1 heure et demie, il serait là. La conversation la plus difficile de ma vie commencerait. Je devais me préparer mentalement. Exactement 1 heure et 20 minutes plus tard. J'ai entendu une voiture dans l'allée, une porte claquer, puis une autre. Ils étaient venus ensemble. Valérie et Luc. Ma fille n'a même pas frappé, entrant comme si la maison lui appartenait. Le visage rouge de colère, les yeux brûlants. Luc suivait, confuse, misérable. Maman, explique-moi tout de suite ce que tu fais. Bonjour. Valérie. Bonjour. Luc. Venez au salon. Je ne vais nulle part. Je veux une explication. Luc a posé la main sur l'épaule de sa femme. Valérie, calme-toi. Parlons d'abord. Parlez. Elle s'est tournée vivement vers son mari. Ma mère nous met à la rue. Et tu veux parler. Je ne mets personne à la rue. Aïgé interjeté. La maison est à vous. L'hypothèque est à vous. Vous devrez juste régler ça avec la banque. Sans moi maintenant. Ça. Valérie m'a fixé, comme si je parlais une langue étrangère. Et sans toi, maman, tu es folle, sans garant. La banque exigera un remboursement anticipé. On n'a pas 184 000 €. Alors, vous devrez trouver une solution. Ah, quelle solution? Vendre la maison? Déménager? Dieu sait où? Changer l'école des enfants? Je me suis assise dans ma chaise, indiquant que j'étais prête pour une longue conversation. Valérie restait au milieu du salon, agitant les bras. Assieds-toi, ma fille. Parlons calmement. Je ne vais pas m'asseoir. Je veux savoir ce qui est arrivé à ma mère. Avant, tu nous aidais, toujours. Et maintenant, tu décides de nous trahir. Luc s'est assis prudemment au bord du canapé, mal à l'aise, mais sachant qu'il devait soutenir sa femme. Ah, Claire, a-t-il dit doucement, peux-tu nous dire ce qui s'est passé? On ne comprend vraiment pas. Je l'ai regardé avec sympathie. Un homme bon pris dans les tirs croisés à cause de la stupidité d'une autre. Luc, te souviens-tu de ce qui s'est passé dimanche après le dîner? Il a grimacé. Je me suis senti mal, un trouble digestif. C'est exactement. Et ne t'es-tu pas demandé pourquoi? Chiss. Valérie s'est tournée vivement vers moi. Qu'est-ce que dimanche a à voir là-dedans? Ça a à voir avec le fait que ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose sur ma fille. Quoi exactement? Je me suis levée, allant à la fenêtre, à travers la vitre. Je voyais le jardin que Paul avait planté de ses mains. Les arbres avaient perdu leurs feuilles, prêts pour l'hiver. J'ai réalisé que ma fille pense que je suis si incapable qu'elle a décidé de m'humilier en public. De quoi parles-tu? Je me suis tournée, regardant Valérie fixement. Tu as mis quelque chose dans mon thé, un laxatif. Je pense. Le visage de ma fille a instantanément pâli. Luc a levé les yeux brusquement. Quoi? A-t-il demandé? Ta femme a décidé de me déshonorer devant mes petits-enfants.
Elle voulait montrer que leur grand-mère ne contrôle plus son corps, a besoin de soins spéciaux. Luc s'est lentement tourné vers Valérie. « Est-ce que vrai? Ça y est, je n'ai pas... » a bégayé ma fille, incapable de trouver les mots. « Mais le plan a échoué. » J'ai continué, parce que j'ai vu ce que tu faisais. J'ai échangé les tasses avec Luc. Au final, un innocent a souffert. Mon gendre s'est levé du canapé, son visage exprimant le choc. Valérie, as-tu vraiment fait ça? Luc, je peux expliquer? Expliquer quoi? Que tu m'as empoisonné au lieu de ta mère? Ce n'était pas du poison, juste un remède nettoyant. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma fille essayait de justifier ses actes, comme si mettre des laxatifs dans la nourriture était normal. Un remède nettoyant, a répété Luc. Valérie, réalises-tu ce que tu dis? Maman est devenue si têtue dernièrement. Elle n'écoute pas les conseils, ne pense pas à l'avenir. Je voulais juste lui montrer qu'elle n'est pas aussi indépendante qu'elle le croit. Lui montrer en l'humiliant devant les enfants? J'ai demandé. Pas l'humilier. Lui montrer la réalité. Luc a passé une main sur son visage. Mon Dieu, Valérie, comment as-tu pu? Ne me juge pas. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir ta mère gâcher sa vie, vivant seule dans une grande maison, refusant l'aide, ne pensant pas à sa sécurité. Et c'est pourquoi tu as décidé de la déshonorer? J'ai décidé d'ouvrir ses yeux. Je me suis rassise dans la chaise. La conversation prenait exactement le tour prévu. Valérie n'était pas remorseuse. Elle était sur la défensive. Ma fille, j'ai dit calmement, as-tu déjà considéré que j'ai le droit de décider comment vivre? Quel droit? À ton âge. Les gens font souvent de mauvais choix. À mon âge. J'ai répété. Intéressant. Et à quel âge? Selon toi, une personne perd-elle le droit à l'indépendance? Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. Tu penses que je suis incapable de gérer ma vie? Luc s'est rassis, mais plus loin de sa femme. Mais Claire a raison. Valérie, tu dis toujours à tout le monde comment vivre. J'aide les gens à faire les bons choix. Les choix de qui? Les tiens ou les leurs? Ma fille regardait son mari, puis moi, confuse. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi vous retournez-vous tous contre moi? Personne n'est contre toi. Il est juste temps de dire la vérité. La demi-heure suivante fut remplie de disputes animées. Valérie essayait de prouver qu'elle avait agi avec les meilleures intentions. Luc réalisait, peu à peu, combien d'années il avait vécu avec une femme le considérant incapable de décider. Je me contentais d'écouter, me demandant combien de temps nous avions tous supporté cette situation. Enfin, Valérie s'est assise sur le canapé, épuisée. « D'accord, a-t-elle dit. Disons que j'ai eu tort pour le thé, mais ce n'est pas une raison pour nous enlever notre maison. Personne ne vous enlève votre maison. Vous devrez juste régler ça avec la banque, sans moi. Maman, on ne peut pas obtenir un prêt sans garant. Alors, vous devrez vendre la maison, acheter quelque chose de plus abordable. Ma fille a pleuré pour la première fois ce soir. Ses larmes semblaient sincères. On avait une si belle vie. Les enfants sont heureux. Ils ont une bonne école. Des amis. La vie continuera ailleurs. Mais pourquoi? Je me suis approchée, m'asseyant à côté. Valérie, je ne te punis pas. Je ne veux plus d'une relation où je ne suis pas respectée. Luc s'est levé. Je pense qu'on devrait partir. Merci pour la discussion franche. Claire.
Il a pris sa femme par le bras, la menant à la porte. Valérie marchait, sanglotant, me regardant. À la porte, elle s'est arrêtée. Maman, ce n'est pas pour toujours, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je ne connaissais pas la réponse moi-même. Novembre, à Vallauris, c'était froid, pluvieux. Je passais mes journées à lire, cuisiner, jardiner, rencontrer quelques amis. La vie continuait calmement, comme il se doit pour une veuve de 66 ans. Je n'avais pas de nouvelles de Valérie pendant 1 mois. Au début, j'attendais ses appels. Puis j'ai arrêté. Ma fille avait décidé que le silence était le meilleur moyen de me faire reconsidérer ma décision. Elle avait tort. Luc a appelé 2 fois. La première, 1 semaine après notre conversation, il a demandé poliment de mes nouvelles, passant le bonjour des enfants. La seconde, 2 semaines plus tard, il disait avoir trouvé un acheteur pour la maison, qu'il déménagerait bientôt. J'ai répondu que je leur souhaitais bonne chance. Fin de la conversation. J'ai appris par ma voisine, Hélène Fournier, qu'ils avaient vendu la maison. Hélène travaillait dans une agence immobilière locale, toujours au courant des transactions du quartier. C'est dommage, bien sûr, a-t-elle dit, sirotant un thé dans ma cuisine. C'était de bons voisins, les enfants bien élevés, Luc toujours prêt à aider, et Valérie si énergique. Je n'ai rien dit. Hélène ignorait les détails du drame familial. Elle n'était pas censée savoir. On dit qu'ils ont déménagé près de l'ancienne usine. La maison est plus petite, mais parfaite pour une jeune famille. Le quartier près de l'usine était ouvrier, peuplé de familles d'usine, de retraités, pas pauvres, mais pas prestigieux. Valérie devait être contrariée par ce déclin de statut social. Je pensais à mes petits-enfants. Lise et Théo devaient changer d'école, trouver de nouveaux amis, s'habituer à un nouvel environnement. Pas facile, surtout pour Lise. À 16 ans, chaque changement semble une catastrophe, mais les enfants s'adaptent plus vite que les adultes. Peut-être la nouvelle école leur ferait-elle du bien, moins de snobisme, plus de relations humaines simples. En triant des photos dans un album, la sonnette a retenti. Luc se tenait sur le seuil, c'est Jules, avec un bouquet de chrysanthèmes. Salut, Claire. Puis-je entrer? Bien sûr, entre. Il semblait fatigué. Mike Calm, en vieille veste, Jones, cheveux légèrement en désordre, un ouvrier en jour de repos. Les fleurs sont belles. Aïe, j'ai dit. Prenant le bouquet, les chrysanthèmes sont tes préférés. Je m'en souviens. Nous sommes allés en cuisine. J'ai mis les fleurs dans un vase, allumant la bouilloire. Luc s'est assis à table, regardant l'espace familier. Cette maison me manque. A-t-il dit doucement. Comment va votre nouvelle maison? On s'habitue. C'est plus petit, my cosy. Le jardin est petit, mais je planifie déjà quoi planter au printemps. Luc aimait travailler la terre. Ça le calmait après de dures journées à l'usine. Comment vont les enfants? Ils s'adaptent. Théo va même mieux, moins de brutes à sa nouvelle école. Il s'est fait des amis. Lise, eh bien, tu sais, les ados ont du mal avec le changement. J'ai versé le thé dans les tasses, celles au bord épais que Valérie n'aimait pas. Luc, comment va Valérie? Je veux dire, comment gère-t-elle tout ça? Il a marqué une pause, réfléchissant. Ça avait été dur. Les premières semaines, elle était sonnée, puis en colère, blâmant tout le monde. Maintenant, elle semble s'en remettre. Pense-t-elle encore que j'ai tort? Honnêtement, oui. Valérie n'est pas habituée à admettre ses erreurs, mais elle commence à comprendre. Luc a pris une gorgée de thé, me regardant dans les yeux. Claire, puis-je être honnête?
Bien sûr. Cette conversation il y a un mois a clarifié beaucoup de choses. Pour moi, j'ai réalisé que je vivais avec une femme pensant que je suis incapable de décider. C'était douloureux à entendre, mais j'ai hoché la tête, montrant que je comprenais. Valérie n'est pas une mauvaise personne, a-t-il continué. Elle est juste habituée à toujours avoir raison, elle pense savoir mieux. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord, elle essaye de le forcer. Oui, ou de le convaincre, ou comme dans ton cas, de prouver qu'il a tort. Nous sommes restés silencieux. Dehors, la pluie bruissait, les branches nues d'un vieil olivier tapant contre la fenêtre. Que penses-tu de tout ça? Aïdjé demandé. Luc a soupiré. Je pense qu'on a tous été trop silencieux trop longtemps. Toi, moi, même les enfants. On a laissé Valérie décider pour nous parce que c'était plus facile. Et puis, elle s'y est habituée, pensant que c'était normal. Maintenant, on doit apprendre à vivre différemment. Valérie se fâche quand je décide sans son approbation, mais elle s'y fait peu à peu. C'est intéressant. Mes actions avaient affecté non seulement ma relation avec ma fille, mais toute la famille. Luc, les enfants savent-ils ce qui s'est passé entre Valérie et moi? Ils savent qu'on s'est disputé. On n'a pas donné de détails. Pourquoi les traumatiser? Lise a demandé si on te verrait à Noël. Mentionner les fêtes m'a pincé le cœur. Noël était toujours une célébration familiale. Paul décorait le sapin, je cuisinais. La dinde. Valérie amenait les enfants. On passait la journée ensemble. L'an dernier, le premier sans Paul. La tradition s'était poursuivie. Et maintenant, que lui as-tu dit? Je ne sais pas, que ça dépend de beaucoup de choses. Luc a fini sans thé, posant soigneusement la tasse sur la soucoupe. Ah, Claire, je ne suis pas juste venu voir comment tu allais. Je voulais te dire quelque chose. Je t'écoute. Merci. Je l'ai regardé, surprise. Pourquoi? Pour nous avoir forcés à regarder nos vies honnêtement. Valérie ne l'appréciera pas. Pas encore. Mais tes actions m'ont aidé à comprendre beaucoup. Comme quoi? Comme le fait que j'ai une voix dans ma famille, que mon opinion compte aussi, que je n'ai pas à être d'accord avec ma femme, surtout juste pour éviter les conflits. Butcher Luc parlait doucement, mais une nouvelle confiance dans sa voix. Et comment Valérie réagit-elle à ça? De différentes manières. Parfois elle se fâche, parfois elle est surprise, et parfois je vois quelque chose comme du respect dans ses yeux. Nous sommes restés silencieux. La conversation était difficile, mais importante. Claire, puis-je poser une question personnelle? Vas-y. Nous manques-tu? Les enfants, je veux dire? Bien sûr, il me manquait, surtout Théo avec sa sincérité. Lise, avec son idéalisme juvénile. Mais l'admettre serait montrer une faiblesse. Il me manque. Aïgé répondit honnêtement. Mais ça ne veut pas dire que je suis prête à revenir à notre ancienne relation. Ça. Et si la relation change, de quelle manière? Vers un respect mutuel. Formulation intéressante. Luc comprenait vraiment l'essence du problème. Claire. Le respect ne se demande pas, ne se mendie pas, il se gagne. Je comprends. Et que dois-je faire pour le gagner? Je me suis levée, allant à la fenêtre. La pluie s'intensifiait. La route luisait d'eau. Il faut reconnaître que les autres ont le droit de prendre leurs propres décisions, même si elles semblent mauvaises. Ce sera dur pour Valérie d'accepter. Alors, elle devra vivre avec les conséquences. Luc s'est levé, s'approchant de moi. Et si elle essaye, si elle change vraiment?
On verra. Il a commencé à partir, s'arrêtant à la porte. Claire, les enfants te passent en le bonjour. Ils disent qu'ils aiment leur grand-mère. Après son départ, je suis resté longtemps dans la chaise de Paul. Pensant à notre conversation, Luc avait changé, c'était évident, plus confiant, plus indépendant. Si cela était bon pour son mariage avec Valérie, seul le temps le dirait. Mais l'essentiel était qu'il avait appris sa leçon, qu'il fallait parfois montrer les dents pour être respecté, que la soumission n'est pas toujours une vertu. Peut-être que Valérie le comprendrait un jour.